Bonjour à tous, je vous remercie de nous avoir rejoints pour cette webconférence. J'espère que vous m'entendez tous bien et n'hésitez pas à nous faire part d'éventuels problèmes si ce n'est pas le cas. Donc, je me présente, je suis Julie Schneider, je travaille actuellement au CIR, système d'identification relatif aux équidés, et je suis en charge des problématiques d'identification. Nous allons donc parler aujourd'hui d'identification et plus spécifiquement d'identification des robes d'équidés. Tout d'abord, je vais faire un petit point sur le fonctionnement de cette webconférence. Donc, le document support que je vais vous présenter pourra être téléchargé à la fin de la webconférence ou ultérieurement sur le site de l'IFCE. Ma présentation va durer environ une vingtaine de minutes. Présentation pendant laquelle vous pourrez poser vos questions via le chat qui est mis à votre disposition et j'essaierai d'y répondre au mieux à la fin de mon intervention. Alors par contre, je ne répondrai pas aux questions particulières sur des dossiers précis du CIR. Donc je vous propose maintenant de couper ma webcam afin de limiter un petit peu la consommation de la bande passante. Donc ma présentation va se faire en deux parties principales. La première, je vais insister sur les objectifs de la nomenclature des robes et de bien mettre en parallèle nomenclature avec génétique. Et ensuite, on essaiera d'aborder la méthodologie d'identification de la robe d'un équidé, en sachant que, vu le temps imparti, je ne pourrai pas faire le détail de l'intégralité des robes qui sont aujourd'hui proposées dans la nomenclature actuelle. Alors, pour commencer, je tiens à faire un parallèle entre la génétique et le phénotype. Alors, bien entendu, la robe d'un individu est déterminée par la combinaison de ses gènes. Au niveau de la robe d'un individu, on peut retrouver plusieurs types de gènes, des gènes de couleur, des gènes de dilution, des gènes spécifiques qui vont par exemple donner la couleur des crins, la présence d'une panachure comme le pie. Et tous ces gènes vont avoir des caractères plus ou moins dominants ou récessifs. Et on peut avoir derrière une combinaison de gènes importants et différents qui vont caractériser un individu. Donc bien entendu, le génotype peut avoir un intérêt important, y compris sur la robe, puisque ça peut permettre à des éleveurs de faire une sélection génétique des individus en prenant en considération l'hérédité des caractères de la robe et donc de pouvoir prédestiner de la robe, par exemple, d'un poulain. Donc en parallèle, on met le phénotype. Donc le phénotype, c'est bien entendu l'expression des gènes, mais pas seulement, et ça va être l'ensemble des éléments qu'on va pouvoir observer sur un individu. Alors, parmi ces éléments qu'on va observer concernant la robe, on a la couleur des poils, la couleur des crins, la couleur de la peau et la couleur des yeux. Bien entendu, l'assemblage de ces différents critères va donner lieu à des patrons de robe qui peuvent être différents, et donc l'objectif de la nomenclature, c'est bien de pouvoir mettre un nom sur ces différents patrons de robe et de pouvoir les identifier correctement. Donc pour illustrer un petit peu mes propos, quand on dit qu'on ne fait pas de lien entre génétique et phénotype, donc il faut bien prendre en considération qu'on peut avoir des génotypes différents qui vont donner lieu à des patrons de robe, donc un phénotype qui est proche. Donc on pourra prendre l'exemple des gènes de dilution qui aujourd'hui vont diluer des robes de base et on peut obtenir des patrons de robe qui sont relativement proches avec des gènes qui vont être un peu différents. Et à l'opposé, on peut très bien avoir un génotype identique pour deux phénotypes qui sont différents. Donc là, j'ai mis ici un peu l'exemple du pie, sur lequel on a une expression du blanc qui peut être différente selon les individus, avec une extension du blanc plus ou moins importante. Et à l'extrême, on pourrait très bien avoir un individu qui est porteur d'un gène pie, mais pour lequel on ne va pas retrouver de blanc sur le corps, et donc dans la nomenclature que je vais vous présenter, cet individu-là ne sera pas caractérisé comme cheval pie, alors qu'il est bien porteur d'un gène pie. Donc c'est pour ça qu'il est très important de faire la distinction entre le génotype et le phénotype, puisque l'objectif ici, dans la nomenclature de robe, c'est bien de décrire ce que l'on voit, et ne pas rentrer dans les considérations génétiques. Alors, j'ai remis ici que l'objectif principal, c'est donc de mettre un nom sur ce que l'on voit, et on fait parfois abstraction de la réalité génétique de la robe.
Alors c'est pour ça que c'est important à prendre en considération, puisque quand on a un identificateur qui vient identifier un cheval et qui vient déterminer la robe d'un cheval, il est important de ne pas pousser l'identificateur à choisir une robe en fonction de considérations génétiques ou en fonction d'une volonté de mettre en avant une certaine génétique, même si elle est peut-être existante au final sur le cheval. Donc la nomenclature permet de classifier les robes et de déterminer surtout une méthodologie qui va permettre aux identificateurs notamment de reconnaître la robe d'un cheval en fonction de certains critères. Donc en France, on a eu plusieurs nomenclatures successives. La dernière, celle que je vais vous présenter aujourd'hui, elle a été mise en place en 1999, suite notamment, alors bien entendu, à une meilleure connaissance génétique. Alors j'ai fait le parallèle entre phénotype et génétique, mais bien entendu, quand on met en place une nomenclature, on prend en considération des éléments génétiques pour pouvoir classer les robes. Et ensuite, on a vu apparaître ces dernières années un nombre important de chevaux de couleur avec des robes plus ou moins atypiques, qui a été avant très mal décrite avec la nomenclature que vous avez dû connaître, la nomenclature Bambis-Galerpé, et donc on s'est attaché à vouloir mieux décrire ces robes de couleur. Alors aujourd'hui, on a encore des problèmes par rapport à la nomenclature qui existe, on le verra, et parfois la détermination de la robe peut être complexe. On a des gènes qui n'étaient pas connus à l'époque qui apparaissent, et on a aujourd'hui encore des robes atypiques qui sont mal décrites dans la nomenclature actuelle. Et par rapport à une génétique notamment, la détermination de la robe d'un individu, ce n'est pas une science exacte et on peut arriver à des difficultés. Alors, j'ai voulu replacer la détermination de la robe dans le schéma d'identification d'un cheval. Alors aujourd'hui, la robe, elle est déterminée lors du relevé de signalement, qui est une étape clé d'identification du cheval, et qui est une étape qui est réalisée par un identificateur habilité, donc soit un vétérinaire, soit un agent de l'IFCE. Alors, lors de l'étape d'identification, on va notamment décrire les caractéristiques physiques visibles propres à chaque équité, donc notamment la robe, mais on va également poser un transpondeur électronique et éventuellement, dans certains cas, faire un typage ADN. Donc, vous voyez bien qu'on a un ensemble d'éléments au moment de l'identification de terrain. Donc, on pourrait dire, quelque part, la robe, ce n'est pas l'élément le plus caractéristique de l'animal, mais en fait, ce qui donne une valeur à l'identification d'un équidé et à sa carte d'identité quelque part, c'est l'ensemble des éléments. Donc on pourrait très bien avoir un cheval qui en effet a une robe B assez classique et des marques blanches bien déterminées. Donc les marques blanches vont avoir un point important dans son identité. Et à l'opposé, on pourrait avoir un cheval qui a une couleur un peu panachée, une couleur très atypique, qui va du coup avoir une valeur importante dans son identité. Donc toutes ces choses, que ce soit la robe, le sexe ou les marques naturelles, ont une valeur importante dans l'identité d'un individu. Donc, par rapport à la détermination des robes, je vais commencer à l'initier. Les enjeux sont donc de pouvoir créer une sorte de carte d'identité de l'animal, et la robe est sans doute un des éléments qui est le plus facilement appréciable et approchable par le tout à chacun. Donc aujourd'hui, quand on contrôle l'identité d'un animal, que ce soit des gens expérimentés ou moins expérimentés, le critère robe est important, puisque souvent on va dire, quand on va chercher un cheval au pré et qu'il y en a plusieurs, on va dire va chercher le cheval alezan. Donc c'est un premier élément d'identité qui est facilement reconnaissable et qui est très important. C'est un élément aussi qui peut à lui seul remettre en doute l'identité d'un animal, parce qu'on a vu précédemment qu'il y avait plusieurs éléments, mais aujourd'hui sur un contrôle officiel, si la robe de mon cheval est mal décrite par l'identificateur, on peut très bien amener à faire une enquête d'identité sur l'animal, car il a été décrit par exemple comme noir, alors qu'aujourd'hui je vois un cheval qui est alezan. Alors, la robe, même si on a dit que la détermination de la robe d'un point de vue d'identification, ce n'était pas la détermination du génétique, on l'utilise quand même au niveau du cire, il faut le savoir, pour faire des contrôles de généalogie, d'origine, si vous voulez, puisqu'en fait, historiquement, tous les éléments que j'ai décrits auparavant, notamment le transpondeur et le contrôle de filiation, n'étaient pas des éléments systématiquement réalisés. Donc, avec la connaissance de la génétique des robes, le fait de pouvoir faire un contrôle sur la robe d'un poulain par rapport à la robe de ses parents permettait éventuellement de déterminer dans certains cas un soupçon d'erreur dans la certification des origines. Donc par exemple, si on a un poulain qui est B alors qu'il est issu de deux parents alezans, on va éventuellement faire un contrôle de filiation s'il n'était pas envisagé pour vérifier que ce soit bien le produit issu de ces deux parents.
Alors, on va rentrer maintenant un peu plus dans le vif du sujet, de la détermination de la robe d'un équidé. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on dit qu'il y a 4 étapes pour déterminer la robe d'un cheval. La première étape, c'est de déterminer sa robe de base. Donc, la robe de base, on va le voir après, c'est la robe en faisant abstraction de tous les poils blancs. Donc, on va voir qu'on a classé aujourd'hui les robes en 4 familles et qu'on peut associer à cette robe de base une éventuelle nuance. La deuxième étape, c'est de déterminer s'il y a présence ou non de mélange de poils blancs ou poils noirs dans la robe de base, qui va donner un effet mélangé. La troisième étape est de regarder s'il y a la présence de panachures. Donc les panachures sont souvent des grandes plages de poils blancs, c'est ce qui va déterminer principalement les chevaux pis ou les chevaux tachetés. Et enfin, on regardera les adjonctions. Donc, les adjonctions, c'est des petites particularités comme la couleur des crins lavés comme on connaît, ou éventuellement la couleur d'une peau, etc. Alors bien entendu, sur un poulain qui a peu d'âge, on va dire, il y a certaines particularités qu'on va s'atteler à moins décrire, je vais vous le présenter, car il faut être vigilant sur l'évolution future de la robe du poulain. Alors, par rapport à la robe de base, il est important de bien considérer déjà que la robe de base se détermine en faisant abstraction de tous les poils blancs. Donc là, sur le cheval que j'ai mis, il n'y a pas de poils blancs, donc le problème ne se pose pas. Mais quand on regarde un cheval pie, par exemple, la première étape, au lieu de dire qu'il est pie, c'est de faire abstraction du blanc et d'aller regarder la couleur de sa robe de base. Donc pour la robe de base, on va se contenter de regarder 4 critères qui sont la couleur des yeux, la couleur de la peau, la couleur des poils et la couleur des crins. Alors j'insiste, on va le voir par la suite, que par rapport à la couleur des poils, on va regarder la couleur des poils à plusieurs endroits, et notamment aussi aux extrémités, parce que ça donne des indications vraiment très intéressantes sur la robe de base. Alors, je vous ai mis ici les 3 principales familles de robes. Alors, on a dit qu'on en avait 4, mais d'un point de vue, on va dire, génétique pour le coup, il y en a 3 principales, et on verra que dans la 4e famille, on a classé un peu les robes inclassables. Donc, les 3 principales familles, donc c'est le noir, c'est un cheval qui a les poils, les crins et la peau noire, des yeux foncés, et pour lequel on ne va pas accepter de nuances. C'est-à-dire qu'un cheval noir, c'est un cheval noir, on n'a pas de nuances claires ou foncées. Sur un cheval alezan, donc la caractéristique, c'est qu'on a des poils et des crins de la même couleur, y compris les extrémités. Donc on a des poils et des crins fauves avec une peau qui est plus ou moins claire et des yeux foncés. Sur ce cheval-là, on va accepter des nuances que vous connaissez, le cuivré par exemple, le clair ou le foncé. Le cheval B, lui, possède la caractéristique d'avoir des poils fauves, un petit peu comme l'alezan, des crins noirs et des extrémités noires. C'est ce que je vous disais, on a vraiment une grosse importance à porter à l'extrémité noire, donc le bas des pattes notamment, au niveau de l'encolure et éventuellement au niveau des yeux où on voit bien que les extrémités sont noires. Le cheval B, on peut accepter des nuances comme le cerise, donc c'est un cheval qui a une couleur un peu plus rouge, le clair ou le foncé. Alors je ne vous ai pas donné les proportions de chevaux de ces couleurs de robe de base, mais en réalité, donc, les chevaux alezans sont les chevaux les plus répandus puisqu'ils représentent 33% des chevaux aujourd'hui enregistrés au niveau du cire, et les chevaux B représentent 26% des chevaux, alors que les chevaux noirs représentent uniquement 4% des chevaux, donc c'est une robe qui est plutôt rare. Alors, toujours pour continuer dans les familles, donc suite à ces 3 familles, on peut ajouter des robes dans chaque famille qui sont un peu particulières. Donc dans la famille du noir, on va retrouver la robe noir pangaré. Donc historiquement, vous avez connu cette robe sous l'appellation bébrun foncé. Aujourd'hui, on n'utilise plus cette appellation, on utilise l'appellation noir pangaré. Donc c'est un cheval qui est globalement noir, mais sur lequel on va retrouver des poils plus fauves sur des zones particulières, notamment les flancs, les grassés, les coudes, le ventre ou les naseaux. Ensuite, au niveau de la famille de l'alezan, on va retrouver un cheval qui s'appelle alezan brûlé, donc c'est bien vraiment une robe de base à part entière, où là on a un cheval pareil qui retrouve les mêmes caractéristiques de l'alezan avec des poils et des crins de la même couleur, donc on n'a toujours pas d'extrémité noire,
Mais par contre, on a une couleur qui est un peu plus terne, comme on dit café torréfié, et un cheval qui est plus foncé que l'alezan rouge classique. Alors, il y a souvent des parce que ça c'est la grande théorie. Après, quand on se retrouve face notamment à un poulain ou un cheval adulte, on peut des fois se poser la question, est-ce que c'est un défoncé, par exemple, ou un noir kangaré? Donc on sait qu'on peut sauter d'une catégorie à une autre en fonction de la façon dont on appréhende les robes, de la connaissance de l'identificateur ou de la personne qui voit le cheval. Et c'est pas une science exacte, donc pas forcément très gênant d'avoir un cheval qui est par exemple identifié défoncé, alors qu'au final la personne qui le voit le mettrait plutôt noir kangaré. Globalement, c'est un cheval qui a une robe foncée, ça ne posera pas forcément de problème en termes d'identité. Pour faire la distinction, ce que j'ai l'habitude de dire en formation aux identificateurs, c'est qu'un cheval qui est noir kangaré globalement est noir, donc on va retrouver vraiment des poils fauves uniquement sur certaines zones de son corps, alors qu'un cheval défoncé, il est globalement plus homogène, avec des reflets fauves qui vont se retrouver de façon plus homogène sur l'intégralité de son poil. On peut aussi se poser la question parfois entre alezan brûlé ou alezan foncé. Donc là, je n'ai pas mis de photo de alezan foncé, mais c'est un cheval qui peut se rapprocher un peu du brûlé. Donc pour faire la distinction entre les deux, on a tendance à dire que le foncé garde cet effet rouge de l'alezan beaucoup plus que le brûlé, qui est beaucoup plus terne au niveau de sa couleur et beaucoup plus homogène au niveau de sa couleur. Alors, toujours dans les familles, dans les trois familles noires, alezan et B, dans les familles de l'alezan et du B, on va retrouver ce qu'on appelle des robes diluées, pour lesquelles, pour le coup, on a un gène de dilution qui va intervenir. Donc, dans la famille de l'alezan, on va retrouver le café au lait et le palomino. Donc, le café au lait, c'est toujours un cheval qui a les poils et les crins de la même couleur, une peau qui reste foncée, avec des yeux foncés, mais qui, du coup, est un peu délavée. Donc, on a une couleur de poil qui est beaucoup plus claire. Le palomino, quant à lui, est un cheval aussi qui a des poils clairs, sauf que lui, il va avoir la caractéristique d'avoir des crins très blancs, très clairs, à savoir qu'un palomino est un cheval qui naît relativement clair et qui fonce au fur et à mesure de sa vie. Donc attention à l'identification des palominos sur les petits poulains. Sur l'Isabelle, sur le B, pardon, on va retrouver deux robes diluées. Donc on a l'Isabelle et le souris, donc qui sont quand même des robes relativement proches au niveau des photos qu'on a mis ici. Donc l'Isabelle garde bien les caractéristiques du B, vous voyez, avec ses extrémités qui sont claires, au niveau des pattes notamment, des membres. Et par contre, un poil qui a été dilué, donc qui est plutôt sur une couleur claire. Le souris, lui, il a un poil qui est moins jaune, on va dire, que l'Isabelle. Donc, il est plus, comme son nom l'indique, sur une couleur un peu petite souris. Par contre, c'est pas un gris, dans le sens où on n'a pas de mélange de poils de couleur et de poils blancs. C'est bien son poil qui est de couleur homogène et qui a cette couleur grisâtre et qui peut prendre aussi des teintes plus ou moins rosées selon les individus. C'est des robes de souris qui sont assez rares et qui sont très caractéristiques de certaines races. Vous avez l'exemple ici sur la photo avec un cheval de trait de Charente. Poil vin, pardon. Excusez-moi. Là, j'ai mis un petit exemple assez caractéristique des questions qu'on peut se poser et de la mauvaise identification d'une robe. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de l'importance des extrémités sur un cheval et de regarder l'intégralité des critères que sont la couleur des crins, la couleur des poils et la couleur de la peau et des yeux. Donc, sur ce cheval-là, à première vue, on a tendance à vouloir mettre une appellation alezan crin lavé parce qu'on focalise sur la couleur de ses crins. Or, quand on regarde le bas de ses membres, on voit bien qu'il a les bas des pattes noires. Et donc, au final, on est plutôt sur un animal qui est de robe de base B, avec la caractéristique spécifique de crin lavé. Donc, c'est l'alezan, comme on dit, comtois, le B crin lavé, qui est assez caractéristique de la race comtoise. Il s'est bien illustré avec la présence de son petit poulain, là, qui est par contre sur une robe de base B. Puisque le problème, c'est que si on met ces individus-là alezan crin lavé, en termes justement de contrôle génétique des robes, on va se retrouver avec un poulain qui va être en anomalie par rapport à ses parents, puisque deux alezans ne peuvent pas donner un B, et donc ça crée des problématiques dans la race comtoise. Alors bien entendu, nous connaissons bien ce phénomène-là, donc on adapte après en fonction des critères, en fonction des cas, on débloque les dossiers des poulains. Alors une robe que je ne présenterai pas aujourd'hui,
parce qu'elle n'a pas énormément d'intérêt, c'est le chocolat. Alors le chocolat, tel qu'on l'entend nous dans la nomenclature IFCE, c'est une robe que normalement on doit utiliser quand justement on a vraiment un doute entre un alezan ou un B, donc pas sur le cas de cette photo-là, mais sur un cheval qui va être très foncé, on n'arrive pas vraiment à savoir si le bas des jambes est noir ou pas, on va employer le terme chocolat. Alors bien entendu, le terme chocolat, il est à éviter au maximum sur des animaux type pur sang, trotteurs, parce qu'ils ne sont pas très friands d'appellation. Mais sur des poneys, des choses comme ça, on peut éventuellement mettre l'appellation chocolat. Alors, on a dit qu'on avait normalement 4 familles de robes. Donc, je ne vais pas détailler la 4e famille dans laquelle, en fait, on met toutes les robes qui sont un peu pas classables vraiment. Donc, on a le blanc, le crème, le gris et le chocolat que j'ai évoqué dans cette famille, dans cette 4e famille. J'ai souhaité par contre faire un zoom sur les chevaux clairs, les robes claires, parce qu'on peut se poser des fois des questions sur l'identification de ces robes. Et c'est là encore plus où il a intérêt de regarder vraiment les 4 critères qui sont la couleur de la peau, des yeux, des poils et des crins. Donc la première robe, c'est le blanc. Alors le blanc, c'est un cheval très rare, normalement. C'est un cheval qui a la peau rose, la caractéristique d'avoir la peau rose qui donne un effet un peu particulier, avec des yeux foncés. Donc le risque du cheval blanc, c'est de le confondre avec déjà des animaux gris clair. C'est-à-dire que par exemple, on prendra l'exemple du Camargue. Le Camargue est un cheval clair. Ils sont quasiment blancs quand ils évoluent avec l'âge, parce qu'on sait que la robe grise est évolutive. Et donc on a des animaux qu'on peut appeler blancs par défaut, alors qu'en fait c'est une robe grise. Donc le blanc, c'est vraiment un cheval qui a une peau rose, donc c'est très particulier. Ensuite, on va retrouver le crème. Donc le crème, idem, il a une peau rose. Il a des poils par contre qui sont crème, pas blanc. Et là, il a la caractéristique d'avoir des yeux bleus. Donc c'est un cheval assez particulier également. Et ensuite, sur les peaux foncées, on va retrouver le blanc, le gris, pardon, qui a une peau foncée avec des poils alors, plus ou moins foncés, pour le coup, parce que c'est une robe évolutive, des yeux foncés et des poils plus ou moins blancs. Et en dernier lieu, donc on voit les robes claires, on a le palomino, qui est un cheval qu'on a déjà vu, qui a toujours une peau noire ou grise, des poils plus ou moins clairs, souvent pour l'un ils ont des poils très clairs, avec des yeux foncés cette fois-ci également. Alors je vous ai dit en introduction qu'une nomenclature des robes n'était pas parfaite, donc la nomenclature actuelle n'est pas parfaite, et on a encore des robes qui sont des robes de base qui sont mal décrites aujourd'hui. On en a identifié certaines avec des associations de chevaux de couleur. Et par exemple, j'ai pris ici l'exemple du champagne. Donc on a dit auparavant que normalement dans la nomenclature actuelle, la seule robe qui est admise avec des yeux clairs, c'est le crème. Or au final, on se rend compte dans la réalité qu'on a des chevaux qui ont aussi des robes diluées, mais qui présentent des yeux clairs, donc allant d'une teinte vert, jaune à bleu. Donc là, je vous ai mis quelques photos. Et donc dans ces cas-là, on peut se poser la question, mais quelle robe je vais mettre donc, ce qui a été acté, c'est de choisir au maximum une robe approchante avec un patron existant dans la nomenclature et d'apposer l'adjonction champagne, qui correspond en fait au nom du gène qui intervient, pour signifier qu'on a quelque chose d'un peu différent. Donc là, par exemple, à gauche, on a un cheval qui ressemble vraiment fortement avec un palomino, donc on va l'appeler palomino champagne. Le poulain qui est au centre, alors lui, il risque d'évoluer sur un cheval qui est proche de l'Isabelle, mais quand on l'identifie, on ne peut pas présager, donc on va le mettre soit chocolat clair champagne, soit éventuellement baie champagne, mais j'ai plutôt une préférence pour le chocolat clair champagne. Et à droite, on a quand même un animal qui est très proche de l'Isabelle, même si quand on regarde le bas de ses pattes, les pattes sont beaucoup plus écartées qu'un Isabelle classique sur lequel on sait qu'on a des bas de pattes noires, mais dans l'effet général, on est proche de l'Isabelle, donc on mettra l'appellation Isabelle champagne. Alors l'étape 1, on l'a vu, c'était la détermination de la robe de base. En étape 2, on a le fait de regarder s'il y a des mélanges de poils. Donc, je vais surtout zoomer sur le mélange de poils blancs. Donc, quand on a un mélange de poils blancs, on utilisera le terme mélangé, c'est-à-dire qu'on associe la robe de base avec le terme mélangé. Alors le principe, c'est de noter la proportion qui est observée au moment de l'identification sur le cheval. Donc il est important de ne pas anticiper le gris, pour des raisons évidentes que dans certains cas, la proportion de poils blancs peut évoluer, mais dans d'autres cas, elle n'évolue pas. Donc si on commence à rentrer dans la famille du gris, ça peut poser aussi des soucis derrière. Donc quand on a un cheval qui a peu de poils blancs, inférieur à 50%, on prendra le terme
faiblement mélangé. Et quand on a un cheval qui a plus de 50% ou 50% de poil blanc, on rentrera dans le terme mélangé, qui bascule du coup la robe dans la famille du gris, avec du coup la règle que pour faire un poulain gris, il faut qu'on ait au moins un des deux parents qui soit dans la famille du gris. Alors ensuite, on peut regarder aussi s'il y a la présence de mélange de poils noirs, qui est quand même relativement rare, donc c'est connu sur l'Isabelle et qui donne une W. Et dans ces cas-là, on optera pour le terme robe de base plus fumée. Alors je vous ai mis quelques exemples de mélange. Donc vous voyez que ça peut donner des choses complètement différentes selon les individus. Donc à gauche, on a un chevalier de robe de base B, hein, si on fait abstraction de tous les poils blancs. Donc on a bien des extrémités noires, un poil fauve, on est sur du B, et on emploiera le terme mélangé pour ce cheval-là. Est-ce que le mélange de poils blancs va évoluer? C'est difficile à dire sur cet individu-là. À droite, vous avez un poney donc, qui présente beaucoup plus de poils blancs que le cheval de gauche. Donc, on arrive quand même bien à observer la robe de base. Donc, c'est un cheval qu'on mettra sur une robe de base alezane et pour lequel on ajoutera le terme mélangé. Alors, pourquoi je préfère mettre ce cheval-là alezan mélangé plutôt que gris? Parce que quelque part, il rentre dans la famille du gris. Parce qu'on voit encore bien la robe de base qui est important à signifier en termes d'identification et de reconnaissance de l'animal. Alors sur les grilles, il est important d'essayer au maximum de ne pas anticiper l'évolution de la robe, puisqu'on ne sait jamais vraiment ce que ça va donner. Alors, il existe quand même, historiquement, des races de chevaux qui présentent des mélanges de poils blancs qu'on va caractériser de stable, c'est-à-dire que le mélange n'évolue pas au cours de la vie du cheval. Alors, avant, on avait un terme qui s'appelait granité, qui permettait de dire le mélange de poils ne va pas évoluer. On sait que c'est très difficile pour un identificateur de savoir ou pas si le mélange va évoluer. Donc on a gardé les appellations de robes qui, normalement, ne sont pas utilisées pour des robes de mélange de poils blancs stables, mais qui sont quand même beaucoup plus utilisées sur des chevaux de trait notamment. Donc on a le Rouen, qui équivaut en fait à un B granité ou un B mélangé, et on a l'Aubert, qui équivaut en fait à un alezan granité. Alors ces chevaux-là, qu'on les appelle Rouen, Aubert ou démélangés et alezan mélangés, c'est pas faux de mon point de vue, même si on va avoir une préférence bien sûr du point de vue de l'éleveur pour nommer ces animaux Rouen et Aubert. Et on a le cas du griffer, qui est en fait un noir granité, qui est aussi un cheval très rare. Alors attention, le griffer n'est pas utilisé pour des chevaux gris jeunes, qui sont gris foncés, parce que normalement, le terme griffer, ça veut dire que le cheval va rester de cette couleur-là et que son mélange de poils blancs ne va pas évoluer dans les années qui viennent. Alors, une fois qu'on a observé les mélanges de poils blancs, on peut observer les panachures. Donc, je ne vais pas détailler les panachures qui sont au final la présence de plages blanches, parce que là, on peut parler pendant longtemps sur les panachures. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 5 types de pies qui sont présents dans la nomenclature actuelle. On a le tacheté, qui est aussi descriptible, le léopard. On a les capes, uniformes ou tachetés. Et on a des chevaux qu'on va appeler marmorés, des chevaux qui sont quasiment blancs avec la présence de couleurs uniquement sur les articulations. Donc j'ai fait le choix de ne pas détailler ces robes-là aujourd'hui, ça fera l'objet sûrement d'une webconférence ultérieurement. Voilà, j'en ai fini aujourd'hui pour ma présentation. Je vous remercie de votre attention, j'espère que cela a été à peu près clair pour vous. Les objets principaux de ma présentation, c'est bien de pouvoir distinguer la génétique et la nomenclature de robes à des fins d'identification, et de bien voir qu'aujourd'hui on cherche à donner une identité à un nom sur ce qu'on voit et pas forcément caractériser une génétique. Et vous pouvez vous renseigner si vous souhaitez des compléments d'information sur notre site internet www.ise.fr. À la fin de ma présentation et des questions, je vous inviterai aussi à remplir le questionnaire de satisfaction qui sera mis à votre disposition sur l'application.
Alors, est-ce que j'aurais voulu savoir s'il y avait des vétérinaires qui étaient présents avec nous ce soir, que je m'occupe particulièrement de l'interface avec les vétérinaires et c'est intéressant pour moi éventuellement de pouvoir échanger sur ces sujets-là. Alors nous avons une question qui est de savoir si on peut déterminer une robe uniquement par le test génotype ADN. Alors malheureusement je ne suis pas assez compétente en la matière. Il y a beaucoup de tests génétiques qui sont proposés aujourd'hui pour la détermination de la couleur des robes. Donc, j'aurais tendance à faire une réponse positive, c'est-à-dire que on peut avoir en tout cas des critères génétiques importants qui nous donnent des indications sur la robe, mais comme je l'ai mis en première partie de mon PowerPoint, on peut très bien aussi avoir des gènes qui ne vont pas s'exprimer, ou s'exprimer différemment, et qui dans la nomenclature française ne vont pas forcément être identifiés comme elles le sont génétiquement. Donc ça, pour ça, je vous inviterai, si vous êtes intéressé par la génétique, à voir la conférence de ma collègue qui va justement intervenir sur la génétique des robes et qui pourra vous apporter des précisions. Alors, par rapport à l'évolution des robes, j'ai une question d'une personne qui me dit que sa jument a été déclarée noir pangaré et qu'elle est maintenant gris fruité. Alors, normalement, il aurait fallu qu'on fasse évoluer la robe, donc ça c'est tout à fait possible, c'est-à-dire que si vous observez que la robe qui est marquée sur le carnet de votre animal ne correspond pas à celle que vous observez, il suffit de faire passer un identificateur ou un vétérinaire pour modifier la robe sur le carnet de l'animal, de nous envoyer la modification par simple photocopie au niveau du CIR pour qu'on enregistre cette modification. Alors, par rapport au cas particulier du noir pangaré et du gris fruité, ça pose comme un petit problème puisque quand votre animal a été décrit noir pangaré, le mélange de poils blancs n'a pas été décrit du tout. Donc ça veut dire qu'on a eu une évolution vers le gris qui est quand même un tout petit peu anormale. Donc il faudrait aussi regarder éventuellement la robe de ses parents pour voir si ça ne va pas générer une incompatibilité qui n'était pas décelée au départ. Mais c'est tout à fait possible qu'un animal qui a été identifié petit, poulain, ait été mis noir pangaré et évolue ensuite sur un mélange de poils blancs, donc un cheval gris fruité par exemple, parce que du coup le fruité ça veut dire juste qu'on a gardé des points de couleur, vous savez, des petites mouchetures noires, et donc ça ne me choque pas du tout que ce soit le cas. Alors l'évolution des robes c'est très compliqué, c'est ce que j'ai indiqué, il faut éviter au maximum d'anticiper le gris. Alors là, a priori, le père est gris, donc pour moi, il n'y a pas de souci. Il faut juste rectifier la robe, parce que ce qui peut se passer, par contre, alors, ça dépend si c'est un cheval qui fait du concours ou si c'est un reproducteur, on peut avoir derrière des soucis en contrôle d'identité. Donc sur un reproducteur, par exemple, si la jument reproduit éventuellement, et qu'elle reproduit qu'un cheval qui n'est pas gris, elle va peut-être donner un poulain gris, et dans ce cas, il est important de faire modifier la robe de la mère avant la reproduction. Alors, est-ce que la couleur dépend du sexe de l'animal? Pour moi, non. Je n'ai pas de connaissance de lien entre le sexe et la couleur de robe. Mais c'est une bonne question qui pourra éventuellement être posée à ma collègue Margot Sabag qui s'occupe de génétique et qui pourra éventuellement me dire s'il y a un lien possible entre la couleur et la génétique. Je sais que c'est le cas chez les chats, mais chez les chevaux, je ne sais pas. Alors, on a aussi un ouvrage que je ne vous ai pas présenté pendant cette conférence qui est disponible sur le site dans la librairie et qui permet d'approfondir vos connaissances sur les robes, un ouvrage sur l'identification des robes qui est assez complet et qui permettra éventuellement de compléter les informations que j'ai données aujourd'hui. Alors, par rapport aux épis, la personne qui a posé la question là, sur la jument grise, en effet, un animal qui a beaucoup d'épis est facilement identifiable. C'est ce que j'ai dit au préambule, hein, c'est-à-dire que l'identification d'un équidé, c'est un ensemble de caractéristiques. Donc, il y a les épis, les marques blanches, il y a la couleur de la robe. Mais par rapport à une robe qui est devenue grise, il est quand même très important de faire évoluer la robe de l'animal sur le carnet, surtout si c'est une jument qui peut reproduire.
Voilà, je vous remercie encore une fois de votre participation et je vous souhaite une bonne soirée et nous allons donc clôturer cette web conférence.